pour ce nouvel épisode de Côte à Côte direction Le Touquet et on a de la chance aujourd'hui avec ce magnifique lever de soleil et pour démarrer ce long format on ne pouvait pas ne pas parler de l'emblématique course l'Enduropal du Touquet et pour mieux en parler je suis avec Philippe Flamand, le vice-président comité d'organisation de l'Enduropal. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Bonjour. Bon là on est directement en plein cœur même de la course de l'enduro là. Ah, on est quasiment sur le parcours de l'Enduropal, oui, effectivement, puisqu'il se passe sur l'ensemble de la plage du Touquet, qu'on va jusqu'à Stèle-la-Plage, et sur un circuit qui fait 14 km. Ouais. Une course qui date de 1975. Est-ce Oui. qu'on peut revenir un petit peu sur toute son histoire? Alors l'histoire, c'est un peu un pari. À l'époque, le maire cherchait à développer l'activité de la station dans la période hivernale. Et Thierry Sabine, le créateur du fameux Paris-Dakar ensuite, a eu l'idée de créer une course sur le sable, ouverte à tous, et avec l'idée d'avoir vraiment le maximum de monde sur la plage à cette période de l'année. Donc le parcours était à l'époque mi-plage et mi-dune, puisque le parcours aller se faisait sur la plage jusqu'à Merlimont et revenait ensuite dans les dunes par le fameux goulet, qui était un goulot d'étranglement qui faisait un bouchon phénoménal qui a contribué à la réputation de l'Enduropal. Est-ce que dès les premières éditions, la mayonnaise a très vite pris ou ça a été compliqué? Non, la mayonnaise a très vite pris. Je crois qu'on était à 250 concurrents sur la première édition et 3 ans après, on était pratiquement sur plus de 500 pilotes. Là, cette année, pour 2026, ce sera la 50e édition. Voilà, en fait, la 50e édition de l'Enduropal. L'année dernière, on a fêté les 50 ans, puisqu'il a été créé en 75, et en 2026, ce sera donc la 50e édition. Bon, comment vous qualifiez-vous cette course? Alors elle est devenue mythique, c'est la plus importante course sur sable au monde. D'ailleurs, on fait partie et on sera la finale du championnat du monde des courses sur sable. Donc voilà, c'est devenu un phénomène de société. On arrive aujourd'hui, quand on ouvre les engagements, en 2 heures de temps, les 1300 places de l'Enduropal sont parties. Les engagés sont faits et l'engagement est complet. On arrive aujourd'hui à plus de 700 000 spectateurs sur les 3 jours. Ça n'a pas d'équivalence nulle part dans le monde. J'allais y venir 3 jours parce qu'il y a plusieurs courses. Il y a plusieurs courses, oui, tout à fait. On a développé le nombre de courses au fur et à mesure de l'avancée de l'Enduropal. On est maintenant sur des courses, donc on commence par une course réservée au vintage, qui a aussi pris un succès considérable, puisqu'on est aussi complet en très peu de temps. Ensuite, on a les courses pour les jeunes, juniors et jeunes. Et enfin, le quaduro, qui est réservé donc au quad, pour terminer par l'Enduropal, la course majeure. Le départ, c'est toujours très mythique. Oui. Vous, comment vous le vivez chaque année? C'est toujours plus, on a l'impression que c'est toujours plus impressionnant avec des gros mastodontes maintenant. Oui. Alors c'est vraiment le moment délicat de la course, parce que alors maintenant, au début, l'ensemble des motos partaient en même temps. L'idée, c'était d'avoir le champion le plus performant de tous les pilotes sur sable, et le poireau, comme on appelle, qui est la personne qui prend le départ pour la première fois et qui n'a pas beaucoup d'expérience de la moto. Mais maintenant, pour des raisons de sécurité, parce que de lancer comme ça 1300 pilotes ensemble sur une même ligne, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas qu'il y ait de collision. Donc maintenant, on fait le départ en 2 vagues, une première vague de 650 et une deuxième vague de 650 pour des raisons de sécurité, avec décalé un tout petit peu dans le temps, ce qui permet, si jamais il y avait un accident dans la première vague, de pouvoir arrêter, stopper le départ de la deuxième pour pouvoir intervenir plus vite et éviter les suraccidents. Voilà, donc c'est vraiment le moment de stress pour l'organisation en tout cas. Pour les spectateurs, c'est le moment de folie. Il y a beaucoup de monde, forcément, chaque année. Il y a des souvenirs qui se créent. Est-ce que vous avez des souvenirs ou même des courses qui vous ont marqué plus que d'autres? Au plan sportif, c'est toujours extrêmement spectaculaire. Alors il y a des courses effectivement qui sont le vainqueur a été désigné dans les derniers mètres de la course. Donc ça effectivement ça laisse des souvenirs forts. Mais pour moi, à titre personnel, le plus fort, ça a été l'année où entre la nuit de samedi et dimanche, il est tombé 10 cm de neige et où on s'est demandé si vraiment on allait pouvoir réussir à donner le départ. Et parce que quand tout est engagé, je peux vous dire que c'est un budget relativement conséquent, des moyens humains énormes mis en jeu. Et quand au dernier moment, on peut penser que la course pourrait ne pas partir, avec toutes les conséquences économiques et sportives que ça peut avoir, voilà, pour finir, elle est partie, mais ça a été très chaud. Vous me tendez une perche justement, ça demande beaucoup d'organisation. Combien de personnes sont là pour l'organisation de la course, l'investissement et aussi, forcément, on attend des retombées économiques avec 700 000 personnes.
Bien sûr, l'atout majeur pour la station du Touquet Paris-Plage, c'est effectivement les retombées économiques. À cette période de l'année, en tout début d'année, c'est vraiment pour booster entre les vacances de Noël et les vacances de février, c'est vraiment le moyen de booster l'économie locale. Et les retombées sont très importantes, non seulement sur le Touquet, mais sur tout l'arrondissement. On a des chiffres ? En termes de retombées économiques, non, c'est difficile, mais c'est plusieurs millions d'euros. Dans l'organisation, il y a plus de 1000 personnes qui travaillent sur l'organisation. Est-ce que aussi les locaux, ceux de la région, s'approprient cette course ? C'est devenu un rendez-vous dans l'année. Ah oui, complètement. Pour tous ceux qui aiment les sports mécaniques, c'est un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que si on est du Nord-Pas-de-Calais et qu'on n'a pas fait d'enduro en étant amateur de moto, c'est une erreur phénoménale. Et après, c'est aussi devenu, avec les petites modifications qu'on a apportées ces dernières années, un événement vraiment familial. Donc c'est l'occasion de se retrouver en famille sur la station du Touquet en vivant un événement particulier, mais vraiment dans des conditions maintenant de sécurité et de confort les plus importantes. Des nouveautés pour cette année ? Pas spécialement de nouveautés, mais on réserve quelques surprises parce qu'on fête les 50 ans, la 50e édition. Donc on va fêter cette année. L'année dernière, on a fêté l'événement et cette année, on va fêter les pilotes. Des grands pilotes justement, qui sont déjà prévus ? Ça, c'est la surprise. En parlant de pilotes du coup, donc surprise pour cette édition, est-ce que vous, allez on se jette un petit peu à l'eau, est-ce qu'il y a un pilote forcément, quand vous dites Enduropal, vous en avez un ? Actuellement, oui, le plus en forme, et c'est le vainqueur des deux dernières éditions, c'est Todd Canet. Il est pour le moment dans une dynamique très forte et il paraît, sauf en mécanique, il paraît imbattable. Et d'un point de vue historique, le plus emblématique des pilotes ? Le plus emblématique, c'est Arnaud Demester qui a gagné le plus d'éditions. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Flamand. Bon, on va continuer du coup ce petit tour d'horizon ici au Touquet avec un autre endroit emblématique, un lieu de prestige et d'histoire. On a parlé de l'Enduropal, c'est une course emblématique ici au Touquet. Maintenant, on est dans un lieu aussi emblématique, connu de tous ceux qui viennent ici au Touquet Paris-Plage. Et pour en parler, je suis avec John Banizet, le directeur général du lieu. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Bonjour Jérémy. Où est-ce qu'on se trouve ? Ravi de vous accueillir au sein de l'hôtel Barrière le Westminster, hôtel emblématique et joyeux de la Côte d'Opale. Hôtel 5 étoiles, seul 5 étoiles de la Côte d'Opale, entre Knokke-le-Zout et Honfleur. Il n'y a pas d'autres 5 étoiles sur le littoral. Et donc on est très fiers de porter haut les couleurs des Hauts-de-France et du Pas-de-Calais. C'est un hôtel qui a été construit en 1924. On a fêté l'année dernière, en 2024, les 100 ans. Et l'année prochaine, on fêtera aussi les 100 ans puisque l'hôtel a été construit en 2 étapes. Une première, elle, qui a été construite en 1924 et une extension dans laquelle nous allons déambuler en partie aujourd'hui qui a été construite en 1926. Bon, on va pas attendre plus longtemps. Vous nous emmenez ? Tout à fait. Allez, parfait, on y va, c'est parti. Il est particulier ce couloir. Ah bah oui, c'est le Wall of Fame, comme on l'appelle ici, la galerie de portraits, où on retrouve dans cet espace une grande majorité des personnalités connues qui ont vécu un moment au Westminster et qui nous ont dédicacé notre livre d'or. On retrouvera, on parlait tout à l'heure vous parliez de l'Enduropal, on retrouve ici Thierry Sabine qui a été l'instigateur de l'Enduropal et son meilleur ami Daniel Balavoine qui ont bien évidemment passé un moment au Touquet. On retrouve un peu plus haut ici la reine d'Angleterre puisque l'hôtel a accueilli aussi beaucoup de personnalités de l'aristocratie anglaise, surtout au moment des années 30, époque où les casinos étaient interdits en Angleterre et les jeux d'argent étaient interdits en Angleterre. Et le rayonnement de la destination du Touquet a commencé par attirer la jet-set anglaise au Touquet. On voit ici un peu plus haut Winston Churchill et Charles de Gaulle qui ont aussi passé un moment au Touquet et au Westminster. On retrouve des artistes beaucoup plus récents, comme ici Laurent Gérard, Chantal Latsou, Daniel Auteuil, ou d'autres comme Edith Piaf, alors là un peu plus ancien, ou encore Charles Aznavour. John, quand on voit tous ces grands noms, ces grandes figures, c'est quoi le but du coup de cette galerie ? L'objectif, c'est surtout de partager avec nos clients, nos visiteurs, l'histoire de l'hôtel qui est
fortement imprégné aussi de l'histoire du Touquet et du développement de la station tout au long de ces années, mais inscrit à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la modernité et dans l'avenir avec les nouvelles générations d'artistes, de personnalités du monde du spectacle, de la politique, etc., qui viennent encore séjourner dans notre établissement et vivre une expérience inoubliable au sein de la station du Touquet. Maintenant, vous nous donnez aussi envie, nous, d'aller voir une de ces chambres. On va aller voir la plus belle des chambres, puisqu'on va aller voir la suite 007. Donc Jérémy, ici, nous nous trouvons dans la suite 007, la plus belle suite de l'hôtel, qui fait 74 mètres carrés, qui est une suite historique de l'établissement. Elle a une histoire toute particulière, puisque Ian Fleming, qui était un adepte de la station du Touquet Paris-Plage, et qui a créé le personnage de James Bond, a imaginé son personnage et l'histoire du premier James Bond, Casino Royale, au sein de la station du Touquet, Royal Les Eaux étant très comparable en tout point à la ville du Touquet Paris-Plage. Donc il s'est vraiment imprégné du lieu. Exactement, il s'est imprégné de son histoire, de son expérience, de sa vie personnelle, du casino Barrière du Touquet et de l'environnement du Touquet pour créer son personnage. Et 10 ans plus tard, lorsque des producteurs ont souhaité mettre à l'écran le personnage de James Bond dans James Bond contre Dr No, ils ont cherché un acteur et Sean Connery a été sélectionné. Et il faut savoir que Sean Connery a signé son contrat pour le rôle de James Bond sur une des tables du bar de l'hôtel. D'où notre souhait de dédicacer cette suite à ce fameux 007, en sachant qu'ils ont sans doute travaillé quelques scènes du tournage ici, dans cette suite, à l'époque, avec Ian Fleming, les producteurs du James Bond contre Dr No et Sean Connery. Ça doit être une suite qui est très demandée, du coup. Exactement, et bien évidemment, à chaque fois qu'on accueille nos clients au sein de la suite 007, ils ont droit à une fabuleuse bouteille de Bollinger. Et on retrouve ici tous les ouvrages de James Bond, quelques jeux dédicacés à l'agent 007 et les 2 portraits de Ian Fleming et de Sean Connery avec Ursula Andress dans la chambre. Elle ressemble aux autres suites de l'hôtel, c'est juste sur sa particularité historique avec ce côté James Bond ou non? C'est quand même la plus belle. C'est quand même la plus belle, la plus grande, et elle a sa propre décoration, puisque les autres chambres ont plutôt deux harmonies, une harmonie plutôt rouge qui rappelle le côté terre de la station, et une harmonie plutôt bleue qui rappelle le côté mer, côte d'opale de la station. Bon, depuis ce fameux Sean Connery, est-ce qu'il y a eu d'autres grands noms ici? Il y a eu d'autres grands noms qui ont séjourné, mais bien évidemment, confidentialité oblige. Ça marche. Donc là, on a vu la belle suite 007. Exactement. Maintenant, on est plus côté restauration. Là, voilà. On va régaler les papilles. Exactement. Ici, nous sommes dans notre restaurant bistronomique, la Table du Ouest. On a 2 restaurants au sein de la maison. Un restaurant étoilé Michelin, le Pavillon, et notre restaurant bistronomique, la Table du Ouest. Et je vais vous présenter William Elliott qui va vous en dire plus sur la gastronomie au sein de notre établissement. Bonjour chef. Bonjour, enchanté. Jérémy, enchanté. Déjà, félicitations, vous êtes récompensé fraîchement au Goemio d'Or. Depuis combien d'années vous travaillez ici au Ouest? Moi, je suis arrivé en mars 1991. Donc, c'était hier. Quelle cuisine vous proposez? On est essentiellement sur une cuisine de marché, avec bien sûr basé essentiellement sur les produits de la mer, puisqu'on a la chance d'être à côté d'Étaples-sur-Mer et de Boulogne-sur-Mer. Donc on est vraiment sur une cuisine marine, tout à fait marine. Depuis 91, elle se réinvente un peu la cuisine? Complètement, la cuisine a changé, les demandes ont changé, donc on est obligé de s'adapter à notre clientèle. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous travaillez? Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques, puisqu'on est en pleine période de la coquille Saint-Jacques. Donc la Saint-Jacques et tous les produits, les légumes anciens, le pané, topinambour. Donc on est vraiment, je dis, sur une cuisine de marché et une cuisine de saison. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu, nous dire un petit mot sur le pavillon? Le pavillon, c'est notre jouet, c'est notre bébé, puisqu'on a une cuisine étoilée depuis 2007, donc on part sur la 19e année. Donc c'est vraiment le lieu où on peut faire des choses différentes du bistrot. Et puis surtout faire plaisir aussi à notre clientèle qui demande ce genre de restaurant dans des hôtels comme l'hôtel Westminster.
chargé d'histoire, lieu centenaire qui a été racheté par le groupe Barrière en 2016. Depuis, il y a eu des travaux? Tout à fait. Alors quand on a racheté l'hôtel en 2016, on avait pour objectif de rénover l'intégralité de l'hôtel pour le faire passer du 4 étoiles au 5 étoiles. Et donc on a engagé une campagne de travaux assez gigantesque dans l'hôtel. Et l'objectif de notre décorateur Bruno Borione, ça a été de conserver l'âme des lieux, lieu emblématique du Touquet, et en même temps de le moderniser, tout en gardant cet esprit art déco et être très fidèle à cet esprit art déco de l'hôtel. Donc vous retrouvez ici par exemple, en symbole de cette histoire, les portes en fer forgé historiques de l'hôtel, des ascenseurs de l'hôtel, même si l'intégralité des ascenseurs ont été changés. Les portes ont été conservées. Vous retrouverez ici aussi, au niveau du lobby, les banques d'accueil en bois historiques qui ont été juste rénovées. Vous retrouvez cet esprit art déco tout au travers des moquettes, des formes géométriques que vous retrouvez sur les peintures murales. Et aussi le côté très anglais de l'hôtel avec les fauteuils Chesterfield en cuir voilà, qui rappellent cet esprit nord de France et Angleterre. Combien de personnes à peu près à l'année? Ici, on tourne à peu près à 120 personnes à l'année et on monte en saison, bien évidemment, au-delà des 130 personnes puisque l'activité est très dense sur la saison estivale. Et en termes de personnes qui profitent de ce lieu, en termes de clients? Alors, on a des clients qui viennent d'Angleterre, de Belgique, du Benelux en général, des Hauts-de-France, bien évidemment, Lille étant à 1h45, Paris étant à 2 heures, un peu plus de 2 heures de route d'ici. Donc Paris est une des destinations préférées, enfin, le Touquet est une des destinations préférées pour les Parisiens. Et après, on retrouve aussi des gens qui viennent de Champagne, d'Ardennes, de Suisse, du Luxembourg, voilà, qui viennent séjourner à un moment dans notre établissement pour rêver. Merci John aussi de nous avoir fait rêver à travers cette visite. On a déjà parlé de l'Enduropal. Il n'y a pas que cet événement sportif au Touquet, il y a beaucoup d'autres sports. Il y a par exemple le parc équestre, le tennis, les sports liés à la mer comme le char à voile et il y a forcément le golf du Touquet. Et pour en parler, je suis avec Claire Hertaud, la responsable de l'accueil ici au Touquet. Enchantée et bienvenue. Bon, déjà ici on est sur le parcours de la mer, c'est ça? Exactement. C'est notre parcours de référence qui est classé dans les meilleurs parcours de golf européens. Et puis donc c'est celui qui est le plus compliqué, mais qui offre un paysage vraiment très sympathique. C'est pas le seul. C'est pas le seul, exactement. On a le parcours de la forêt aussi, et puis le parcours du manoir qui est un parcours de 9 trous et qui est très prisé également. Ça fait du coup, ce golf fait partie des plus grands golfs de France? Alors on est classé, oui, dans les meilleurs golfs européens et le resort aussi dans les meilleurs resorts mondiaux. Il y a aussi le practice. On n'est pas obligé d'être vraiment confirmé pour pouvoir signer. Tout à fait. On propose beaucoup d'initiations. On essaye de créer beaucoup de nouveaux golfeurs. On a une école de golf aussi. Voilà, donc on commence dès le plus jeune âge. Et donc il y a la zone de practice pour ça et ça se facilite beaucoup. Combien de golfeurs au total dans l'année? On fait environ 80 000 passages. C'est souvent des locaux, beaucoup de touristes. Enfin, est-ce qu'on a une part à peu près On a 40 à 50% d'étrangers. Donc on a des Belges, des Néerlandais, Anglais. Et puis on est aussi voilà, sur une clientèle locale. On a des membres en fait, donc des personnes qui habitent vraiment à côté, et puis la clientèle lilloise et parisienne. Bon, au niveau du swing, du coup, on a déjà eu des grands joueurs qui sont passés par ici. Oui, on a eu 6 fois les championnats de France. On a des grands prix, des épreuves fédérales, voilà, et puis aussi beaucoup de compétitions privées, de groupes en fait qui cherchent à venir voilà, faire évoluer leur golfeur ici. Bon, je vais vous laisser, moi je vais rester un petit peu avec Claire pour essayer mon swing. C'est la première fois que je vais m'initier et ensuite on ira voir d'autres endroits très importants ici sur la station. On a pu voir aussi que le Touquet était une ville de sport, mais pas que. Il y a aussi le côté architectural, patrimoine. Et pour en parler, je suis avec Loïc Vambre, le directeur du pôle patrimoine et nature ici au Touquet Paris-Plage. Et là, on se trouve devant un lieu qui a eu plusieurs vies finalement, c'est le Palais des Congrès. C'est le Palais des Congrès aujourd'hui, mais ça n'a pas été tout le temps le Palais des Congrès.
Ça a été au départ un bâtiment qui était une résidence, qui était le château d'Alphonse Dalloz. Alphonse Dalloz, c'est le fondateur de la station de Paris-Plage, du Touquet, et qui a été bâti en 1864. Et puis, au début du XXe siècle, eh bien, on a justement les Britanniques qui viennent en masse ici avec un autre personnage qui s'appelait John Whitley. Et lui va développer les infrastructures sportives, mais aussi les infrastructures hôtelières et va faire venir les Britanniques dans la station qui vont venir jouer au jeu d'argent. Et c'est à ce moment-là, en 1903, que l'ancien château d'Alloz va être transformé en casino de la forêt. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le golf et en même temps le casino, c'était la même époque à peu près. Voilà, le golf c'est 1904, son inauguration, et ici on est en 1903. Et il prend l'allure telle qu'on le voit actuellement en 1913. Donc on transforme cet ancien pavillon de chasse qui était en bois en un monument plutôt d'inspiration néo-normande avec des toitures très élancées, des tuiles plates, quelque chose d'assez monumental finalement, une entrée monumentale avec des arcades qui sont situées sous le porche d'entrée. Vous nous emmenez à l'intérieur ? On vous emmène à l'intérieur. Parfait. On a laissé Loïc quelques minutes à l'extérieur du Palais des Congrès. Là, maintenant, on est dans la salle de spectacle. Et pour mieux en parler, je suis avec son directeur, Pierre Labonté. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Bonjour. Bon, au sein du Palais des Congrès, déjà, qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes d'offres culturelles ? On a une offre culturelle très riche, comme vous en doutez. Depuis que le Palais des Congrès a été rénové, du coup, on a une salle, la salle Ravel, qui peut accueillir 1150 personnes, ce qui nous permet d'avoir une programmation culturelle d'environ 50 dates par an. Alors, tant à la fois de l'humour, des musiques actuelles, du jazz, du classique, du théâtre aussi, mais aussi des séminaires et des congrès. Le Palais des Congrès, 150 événements, dont justement un bon tiers qui concerne la programmation culturelle. Nous, en fait, on sait qu'on est dans la station des 4 saisons, mais le Palais, c'est vraiment le cœur de la machine, on va dire, du Touquet pour que la station vive aussi toute la semaine. C'est-à-dire que nous, en général, on a un congrès qui arrive le lundi, qui va être ici en activité jusqu'au jeudi. Et ensuite, nous, on a toute cette période du week-end où là, on va partir sur des festivals ou des concerts et des spectacles. De fait, comme ça nous permet tout simplement de faire vivre la station à l'année et aussi 7 jours sur 7. Nous, vraiment, c'est même 24 heures sur 24 souvent. Bon, est-ce qu'il y a des événements marquants à ne pas rater durant l'année ? Oui, là, justement, on arrive dans la période de préparation du Winter Jazz Festival qui a lieu après l'Enduropal. Donc ça sera vraiment la dernière semaine des vacances d'hiver. C'est l'un des festivals emblématiques de la station maintenant. Et ensuite, évidemment, on va repartir sur toute la période des congrès et des salons qui auront lieu du mois de mars jusqu'au mois de juin, avec ensuite l'été, le Festival des Pianofolies, la Semaine Chantante, les mercredis jazz et plein d'événements marquants qui sont maintenant généralement attendus des Touquetois, mais aussi plus largement sur toute la Côte d'Opale. Avec Florine Curec, on est de nouveau avec Loïc, là, sur un autre bâtiment municipal, c'est l'Hôtel de Ville. C'est l'Hôtel de Ville. C'est quoi son histoire ? Alors l'Hôtel de Ville, c'est un bâtiment absolument majestueux qui a été conçu entre 1929 et 1931 par deux architectes qui s'appelaient Pierre Drobec et Louis de Brouwer. Et son histoire, c'est qu'il a été construit grâce aux recettes du casino, puisqu'un an de taxes sur les recettes du casino ont suffi à construire cet édifice, donc en 1931. Et donc il a été construit en béton armé, avec des styles architecturaux qui sont différents. On a bien sûr le style régional avec l'utilisation de la pierre de Benctin. On a le style gothique anglais, on le voit avec toutes ces fenêtres ogivales, avec cet arc brisé qui est là. Et puis bien sûr le style normand, néo-normand, avec les pans de bois cimentés qu'on aperçoit en façade. Il est aussi classé au monument historique. Il est classé monument historique depuis 2014. Et à ce titre, il a pu bénéficier de travaux de restauration qui ont duré à peu près 5 ans et qui se sont achevés à l'été 2025. Et donc là, il est entièrement restauré tout neuf. Autre particularité qu'on retrouve dans l'Hôtel de Ville, mais un peu partout sur la station, c'est le caddie. Il est même dans les murs de l'Hôtel de Ville et au-dessus de nous, il a fêté ses 100 ans. Voilà, il a fêté ses 100 ans cette année, puisque en 1925, il y a un concours d'affiches qui est lancé par la municipalité et le syndicat d'initiative. Et c'est Édouard Courchinou, un affichiste parisien, qui va remporter ce concours d'affiches en représentant un petit personnage qu'on appelle le caddie. Le caddie, c'est celui qui accompagne les joueurs de golf pour leur prodiguer des conseils, porter éventuellement les clubs de golf, etc. Et c'est devenu le symbole, l'emblème typique du Touquet Paris-Plage. Merci beaucoup Loïc. Merci. On était très heureux avec Florine Curec de vous faire découvrir
toutes les coulisses et toutes les richesses du Touquet Paris-Plage. Et on vous invite maintenant à venir découvrir, parce qu'il y a encore d'autres choses à voir ici au Touquet.